Ça a permis, dans mon apprentissage, ça a été un des paliers, ça a été consommer pas mal d'analyses de patrimoine, donc c'est marrant de s'y retrouver aujourd'hui. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi d'investir, plus que beaucoup d'autres achats que je trouve beaucoup plus futiles et inintéressants. Nvidia, faut se dire que c'est pour les 20 prochaines années. Moi j'ai découvert Nvidia, comme toi je pense, moi j'achetais des GeForce pour jouer aux jeux vidéo. Donc aujourd'hui la boîte a complètement pivoté, et ça c'est quand même un signe très très fort. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais analyser le patrimoine d'un stagiaire de Finari. Salut Antoine. Salut Mounir, ça va? Bah écoute, ça va très bien. J'ai regardé ton patrimoine. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des choses à améliorer. La bonne nouvelle, c'est que on a fait une grille de lecture et on t'a mis un 77 sur 100. Ça me va. Ce qui est plutôt pas mal. Patrimoine net, du coup, 24 132 €. T'as quel âge Antoine? J'ai 20 ans. 20 ans, 24 000 €, c'est déjà hyper solide. Tu vas nous expliquer comment t'as fait ça. Très grosse part action, 64%. Les actions, pourquoi les actions? T'as une grosse conviction dessus? C'est depuis quand t'es dessus? C'est un mélange des deux. Donc d'abord, oui, j'ai totalement une conviction. J'ai envie d'avoir entre guillemets une part d'un business. Mais aussi, l'autre raison, c'est que c'est devenu vraiment un hobby et une passion. C'est-à-dire vraiment suivre l'actualité financière, m'intéresser à la bourse mondiale, aux entreprises, plonger dans les rapports annuels, écouter les conférences calls. C'est devenu un vrai plaisir en fait, plus que juste de l'investissement. Ok. Je précise que t'es stagiaire chez Finari One, donc tu regardes aussi pas mal des portefeuilles, ça fait partie de ton quotidien. Il y a la co-construction de portefeuille avec Corentin, qui est le conseiller en gestion de patrimoine de chez Finari. Bien oui, tout à fait, ça correspond à ce que j'aime. Trop bien. Pas mal de livrets aussi, 31%. Besoin de sécurité? Non, pas spécialement, c'est plutôt l'épargne que mes parents ont pu accumuler durant toute mon enfance, mes grands-parents, donc je préfère pas trop y toucher. Ok, pour l'instant tu gardes ça. Voilà. Un petit peu de crowdfunding, 5%, intéressant, on va regarder les projets après. Situation, je ne crois pas au système de retraite française pour moi, donc je ne compte pas dessus. Je fais ma vie comme si cela n'existait pas. C'est intéressant, donc du coup toi tu pars du principe que tu n'auras pas de retraite ou une petite retraite, c'est quoi ta vision des choses? Moi je considère que je prends pas ça en compte dans mes projets de vie en fait. Donc en gros, si j'en ai une, ça sera du bonus, mais je ferai pas du tout ma vie en fonction. Sachant que j'ai aussi une grosse appétence à vouloir partir à l'international. Donc voilà, je veux pas que ça soit limitant à aucun moment dans ma vie, ce système de retraite français. En plus, même le système en lui-même, j'y fais pas vraiment confiance. Donc voilà, je préfère faire sans. Ok, donc pas convaincu. Revenu stagiaire chez Finari One en tant que Wealth Advisor, plus pension de mes parents pour payer le loyer et les charges de l'appartement que je partage avec ma copine. Du coup, est-ce qu'on peut considérer que tu as un profil garanti sans héritage ou pas? Ouais, non, j'ai pas d'héritage, c'est plutôt j'ai de la chance que mes parents me soutiennent dans mes études. Donc ils payent tes études pour toi? C'est ça, ils payent mes études et ils payent mon loyer. Du coup, je profite de tout le reste de l'argent que je peux générer ou gagner de mon côté, donc en faisant des petits jobs ou même un premier stage pour investir. T'as fait quoi comme petit job? J'ai fait du calling, j'ai fait du phoning, j'ai aussi fait de l'événementiel à Singapour pour un entrepreneur français, donc j'étais même dans les bureaux de Total pour faire de l'événementiel chez eux ou pour des agences nationales du pays. Grâce à ça, j'ai pu commencer à investir. En fait, c'est le premier job que j'ai pu financer mes premiers investissements. Toi, tes parents, du coup, ils bossent dans quel secteur? Ils travaillent tous les deux dans l'agroalimentaire, surtout dans aujourd'hui plutôt la partie céréalière ou pêche. Donc rien à voir. Rien à voir. Toute ma vie ou presque, mes parents étaient fonctionnaires. Mais aucune culture financière particulière, donc j'ai vraiment tout appris de mon côté. Il n'y a pas eu de transmission de cette appétence-là. Donc oui, depuis petit, en fait, j'ai toujours aimé les chiffres et les nombres. Mais je m'étais toujours dit, j'ai pas envie de devenir ingénieur, ça m'intéresse pas, la physique, chimie et tous ces trucs-là. Donc je voulais faire de la finance, mais sans connaître réellement le domaine, en fait. Donc, je m'étais toujours dit, je vais faire de la finance, mais je savais pas où j'allais. C'est durant mes études où j'ai pris le temps de réfléchir à ça et c'est là où j'ai découvert ma réelle passion. Et vous parlez argent à la maison? Il n'y a pas forcément, même un peu plus depuis que je m'y connais de plus en plus, donc c'est moi qui ai amené le sujet. 2024 aura été l'année du passage à l'action. Je me suis tourné vers mes plateformes favorites, Google, YouTube et Reddit, pour apprendre sur ce domaine. Je me suis même fait une base de données perso pour ne pas me perdre au début. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, c'est une base de données. Chaque fois que j'étudiais une action, je notais tout ce que je voyais. Donc ça pouvait être les perfs financières, même j'écoutais les conférences calls. Je vais prendre en note ce qui m'intéresse, je vais le résumer, le synthétiser derrière dans ma base de données personnelle. Ensuite, je vais aussi ajouter des articles que je peux lire qui sont intéressants pour jamais les perdre. En fait, en reliant grâce à cet outil, c'est facile de récupérer et de me souvenir ce que j'ai pu lire il y a 3 mois sur la société. Si j'ai pas ça, je peux potentiellement l'oublier et galérer à retrouver l'article. Ok, donc c'est un espèce de graphe, c'est un espèce de mind map en fait. Après, ça prend du temps quand même à faire. Du coup, patrimoine sans héritage, tu nous l'as dit. Immobilier, je me suis essayé au crowdfunding, la première brique, Brix, Baltis et Nerfip. On va regarder ça dans le détail. Actifs financiers, PEA chez Fortuneo. Pourquoi Fortuneo? Il y a une raison particulière? Au moment où je l'ouvre, j'étais pas encore forcément
forcément à fond dans le stock picking. Donc Fortuno, l'avantage c'est qu'avec les montants que j'investissais par mois, c'était très intéressant. C'est quoi, c'est gratuit sur... Le premier ordre, moins de 500 € tous les mois est gratuit. Ok, donc tu as un ordre offert en dessous de 500 €, ce qui est pas mal. Donc pour un profil comme le mien, au début c'était quand même vraiment super intéressant. Idéal, ouais. L'interface était intéressante et cool, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de spread, on voit ce qu'on fait et on comprend ce qu'on fait assez facilement. Donc je trouve que c'est une bonne plateforme. Trop bien. Tu as aussi des CTO chez eToro, Trading 212, Trade Republic, Interactive Broker. Pourquoi autant de CTO? C'est quoi l'avantage? Pourquoi tu diversifies tes CTO? Ouais, en fait c'était pareil, en fait je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien aller tester plein d'acteurs, mais de moi-même, pas juste voir les avis sur internet. Au début j'ai commencé quand j'étais à Singapour, je me suis dit bon il me faut une plateforme internationale, je suis allé chez eux, puis en fait j'ai assez vite compris que c'était pas du tout la plateforme qui est pour moi, parce que je fais très attention à pas avoir de dépenses superflues, j'aime pas qu'on me prenne de l'argent sans me prévenir, donc en fait tout ce qui était spread, parce que eToro fallait savoir, à l'époque c'était en fait pas de frais, donc je me suis dit bah c'est génial, je vais pouvoir faire des ordres zéro. Et au fait au fur et à mesure du temps, quand je me rendais compte que quand je voulais acheter mon action Nvidia qui valait 60 et que j'étais exécuté à 60,5, c'est des spreads cachés et que c'est pas agréable en fait. Et du coup c'est pour ça que je me suis désintéressé d'eToro, c'est surtout sur Interactive Broker. Qui est un peu plus advanced. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que c'est une plateforme, je pourrais changer honnêtement. Si demain il y a une plateforme qui fait des frais tout aussi bas et avec une bien meilleure interface, je changerai tous les jours. C'est quoi les frais sur Interactive Broker? Moi, avec mes montants sur des actions américaines, c'est 35 centimes de frais. 35 centimes de dollars. Je vous rappelle que si vous tradez, en fait, il faut regarder les frais d'exécution. Tu l'as dit, le spread, hyper important. Il faut regarder aussi le taux de change auquel parce que tu dois acheter des dollars, en fait, pour acheter ton action. Donc, il y a pas mal de couches et généralement, le diable se cache dans les détails. C'est simple. C'est impossible aujourd'hui pour un acteur financier de vous proposer du trading gratuit, simplement parce que ce qu'on appelle la chaîne titre est super longue et juste pour avoir les données en temps réel sur votre site, ça coûte une fortune. Donc, les données financières, ça coûte cher. L'accès au marché, ça coûte cher. Il faut payer des serveurs, du support client, enfin tout ce que vous voulez, des licences. Il n'y a pas de gratuit. Je trouve que ton postulat il est bon. Il faut mieux savoir ce que tu payes en amont au lieu d'avoir une mauvaise surprise. Livret A vide, ok, intéressant. Livret jeune quasi vide, ah ok. Et LEP avec mon épargne. LEP, on rappelle, c'est le livret d'épargne populaire, taux à 3,5% actuellement, conditionné à un niveau de revenu. Donc toi, tu es célibataire, j'imagine, au sens, oui, au sens de légal, la loi, ouais. Et tu es émancipé, donc tu n'es pas rattaché au foyer fiscal de tes parents. Donc si tu gagnes moins de 22 838 € de mémoire, un truc comme ça, tu peux ouvrir un LEP, défiscalisé, capé à 10 000 €. 10 000 €. Et ça, tu l'as découvert sur des vidéos, tu l'as découvert par toi-même, ou c'est ton banquier qui en a parlé? Non, c'est pas mon banquier, on va dire que je déteste être en contact avec mon banquier, donc j'essaie de minimiser. Non, je l'ai découvert avec des proches. Ok, donc LEP pour l'instant. Côté budget, je suis quelqu'un de très peu dépensier, ce qui fait que j'investis la majorité de l'argent que je reçois. Je prends plus de plaisir à acheter une action Nvidia plutôt qu'une nouvelle paire de chaussures, qui était très... Tu prépares bien ton avenir. Objectif, construire et valoriser mon patrimoine. Sur le court terme, j'aimerais finir mes études puis travailler dans la finance. Ça, c'est très clair. Est-ce que tu as besoin d'argent pour finir tes études? Ouais, parce que là, pour le coup, là, c'est pour le master après derrière. Derrière, si je veux faire un master en finance, ouais, là, par contre, ce sera moi-même qui le financera. Ça coûte combien? Un master en finance, ça coûte environ 30 000 €. Ok, 30 000 €. Tu pourrais prendre un crédit. Oui, ça sera un crédit étudiant. Ok, mais il faudra le rembourser. Évidemment. Sur le long terme, j'espère ne pas avoir à travailler toute ma vie et j'aimerais bien partir vivre en Asie, continent que j'apprécie énormément. Ok, tu nous as partagé ton cash flow, vas-y, je te laisse le commenter. Donc tu as ton salaire de stage, ton indemnité, tu as la pension parentale. Alors je vous vois déjà dans les commentaires à dire garantie sans héritage, mais bon, quand même pension parentale. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde, mais explique-nous un peu la partie de dépenses. Du coup, tu investis une énorme partie de ce que tu récupères tous les mois. PEA et CTO, déjà pourquoi tu fais plutôt du CTO que du PEA? Parce que la tech et de l'IA, en Europe c'est compliqué. Honnêtement, il y a très peu d'acteurs européens intéressants dans ce domaine. ASML? Oui, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'était, je trouvais, survalorisé au moment où j'aurais pu. Et vu que sur PEA, c'est quand même des actions qu'on achète pleines. Entière, c'est vrai, et bah ASML c'est pas donné. Donc c'est combien ASML? C'est dans les 500-600 €. Donc oui, c'est clairement un frein. Ok, donc CTO pour le côté tech et IA. Ouais. PEA, on va regarder ce que tu fais. T'as quand même ton loyer à payer. T'es à Paris, donc j'imagine que tu divises ton loyer avec ta copine. Tout à fait. T'as des courses, ça va être hyper économe, 175 € par mois. C'est vraiment très light. Un peu de resto, un peu d'internet et 50 € de voyage. Est-ce que là t'as l'impression de te priver dans ton budget? Moi non, honnêtement je le sens pas. Ma copine me dit que je devrais me faire un peu plus plaisir de temps en temps. Donc je fais un peu un effort là-dessus ces derniers temps. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui me drive plus que ça en fait. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi d'investir, plus que beaucoup d'autres achats que je trouve beaucoup plus futiles et inintéressants. J'entends. Du coup, tes questions, la crypto, une erreur de ne pas m'y exposer, on va regarder. Avec tes connaissances d'aujourd'hui, tu dirais quoi à ton toi de 20 ans au niveau investissement? Bonne question. Tu stock pick en ce moment, de crise où tu fais 100% ETF? Je vais te répondre. On découvre ton patrimoine, on va tout de suite aller dans le détail. D'ailleurs, du coup, tu nous as dit que tu avais lancé quand tes investissements actions? C'est quand le premier achat que tu as
t'as effectué? Ça va faire un peu plus d'un an maintenant. Ok, un peu plus d'un an. Donc là, en fait, c'est la première fois que tu es dans un moment un peu qui chahute. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ma première, entre guillemets, crise. Première crise, félicitations. Comment t'as vécu le fait de voir ton patrimoine baisser de, alors, je sais pas, là, t'es à moins 5%, ça va, tu vois, c'est pas énorme. Non, mais sur Interactive Broker, pour dire sur ma performance que m'annonce Interactive Broker, je passais de plus 30 à moins 10. Ouais, sachant qu'en plus t'es en dollars, t'as le double effet de perte puisque le dollar a baissé et vu qu'Antoine investit en dollars, bon bah forcément ses positions sont dépréciées et en plus le dollar a baissé. Les actions ont énormément baissé, donc voilà, all in all, là t'es vraiment dans le pire segment, la tech américaine. Mais bon, c'est un moment de marché intéressant aussi à suivre. Donc principale position Nvidia, c'est quoi ta conviction sur la boîte? C'est qu'aujourd'hui l'IA va s'implémenter dans à peu près tous les corps du monde. En fait. Je crois en la médecine de demain, mais la médecine de demain c'est l'IA. Même à un moment là, il y a quelques temps, quand toutes les actions militaires étaient en train d'exploser en bourse, j'ai réfléchi et je me suis dit que la guerre de demain sera probablement liée à base de robots, de drones qui seront contrôlés par IA. Donc pareil, on revient toujours en fait à faut que j'investisse dans l'IA. Et aujourd'hui, le pure player IA qui a un sacré moat, un avantage concurrentiel important sur ses concurrents, c'est Nvidia. Donc j'ai envie d'être fortement exposé. Ok, donc c'est le vendeur de pelles en gros dans la rue vers l'or de l'IA. Derrière Alphabet qui est Google, c'est quoi ta conviction sur cette boîte? Google, déjà, je suis potentiellement le plus gros consommateur de YouTube. C'est ça que tu as découvert Finari? Oui, tout à fait. Okay. Et même en fait, ça a permis dans mon apprentissage, ça a été un des paliers, ça a été consommer pas mal d'analyses de patrimoine. Donc c'est marrant de s'y retrouver aujourd'hui. Voilà, comme quoi, ça mène à tout. YouTube mène à tout. Voilà, tout à fait. Donc c'est un outil que j'utilise énormément. Même au côté divertissement, je consomme pas de séries, je consomme pas de films. Ensuite, il y a aussi le moteur de recherche que pareil, malgré pour le coup l'IA, oui, je me rends compte que j'utilise encore beaucoup Google. Et en plus, Google n'est pas forcément totalement à la traîne niveau IA. Ils sortent des belles innovations, que ça soit de la générative, même de l'image et de la vidéo. J'ai vu il y a pas longtemps, sacrées innovations. Ils font même leur propre processeur. C'est hyper diversifié, évidemment toujours dans le secteur de la tech. Il y a aussi un moment où une autre de mes convictions, c'est que je crois pas en la voiture comme elle fonctionne aujourd'hui. Et je suis assez convaincu de la voiture autonome. Pour le coup, Google a une filiale Waymo de la conduite autonome qui est aujourd'hui probablement en Occident le player le plus avancé dans ce domaine. Qui sont que aux US, je pense. Et au Japon. Ils vont s'implémenter aussi au Japon, à Tokyo, j'ai vu. J'ai testé. Je vous mettrai un extrait sur l'analyse de patrimoine parce que c'est assez impressionnant quand on le prend. C'est ça le plus classe. Ouais, assez intéressant de Google, je regardais, il y a 99% en réalité de la valeur de la boîte qui a été créée post-IPO. Les gens qui ont rejoint Google très tôt, s'ils avaient des actions, les salariés par exemple, s'ils avaient des actions, ils les vendaient au moment de l'IPO, ils laissaient 99% de la valeur sur la table. Donc comme quoi le potentiel de cette boîte est juste fou, elle vaut 1,6 ou 7 trilliards je crois, donc c'est complètement délirant. C'est complètement fou. Dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'aussi c'est des serial acquéreurs, mais ils font des très bonnes acquisitions. Regarde le top 10 des plus grosses YouTube, acquisitions, des meilleures acquisitions, mais pas que. Clicker, donc pour les ads, Android, YouTube, Google Maps, Waze. Et là, il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé un gros rachat de Wiz, un acteur de cybersécurité dans le cloud. Ils ont acheté AdSense aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Ils ont été très forts sur les acquisitions. Ils sont assez connus pour ça. Et effectivement, Wiz, je veux savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Ouais, ça va être intéressant. On va regarder dans le détail peut-être de ton PEA qui est un peu l'enveloppe qu'on pousse ici. Tiens, d'ailleurs, on voit deux PEA. C'est celui de ta copine et le tien ou c'est... C'est plutôt une anecdote. En fait, au début, quand j'ai voulu ouvrir mon PEA dans Fortuneo, j'ai ouvert un PEA PME sans faire ça. Ok, donc PEA PME et PEA normal. Donc il n'y a pas d'erreur ici. Non. Qu'est-ce que tu fais sur le PEA? On a vu que tu mettais combien tous les mois? 525 €, c'est très précis. C'est plutôt une estimation, parce que tous les mois ne sont pas exacts. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand tu as la tech américaine qui baisse fortement, je suis plus CTO. Mais derrière, à terme, j'essaye quand même de me forcer à faire du PEA, faire de l'ETF, prendre moins de risques, mais c'est pas avec plaisir. Ok, et donc là, tu es plutôt très diversifié. Je vois du Stocks, Europe 600, du Nasdaq 100, du S&P 500, du Emerging Asia et un peu de Gas Transport, c'est GTT. Quoi faire en fait, ce qui ressemble quand même très fortement. Donc c'est un MSCI World All Countries, mais tu aurais pu mixer ça dans un MSCI World, plus prendre le Emerging Asia, non? Alors c'est assez simple. Donc déjà, pourquoi du Nasdaq et du SP500? On pourrait dire c'est l'overlap basique. En fait, j'ai acheté du SP500, puis ensuite, je me suis dit, donc le SP500, ça fait peut-être 7 mois ou 6 mois que j'ai pas renforcé dessus en fait. Donc maintenant, quand j'achète sur PEA de l'américain, c'est du Nasdaq. Vu que sur Fortuneo, les frais sont proportionnels, j'ai pas forcément d'intérêt à vendre, pas forcément envie de vendre et me taper les frais, tout simplement. Donc tu gardes. Le stock 600, ça fait depuis peu de temps.
En fait, j'étais exposé au départ, quand j'ai ouvert mon PEA, j'ai acheté instantanément du LVMH. Je pense que c'est un peu un des classiques quand on ouvre un PEA, si on a envie de s'exposer à cette magnifique boîte. Qui coûte cher aussi. Qui coûtait cher, oui, clairement. Du coup, en fait, j'avais un PEA qui n'avait aucun sens parce que du coup, j'étais exposé à que LVMH parce que j'ai acheté que du LVMH. Longtemps, j'ai quand même réussi à faire de la plus-value sur LVMH, donc avec un bon timing. Vu que c'était pas forcément en lien avec mes convictions, pas assez de croissance et même du coup une faible exposition sur mon PEA, j'ai décidé de vendre LVMH et du coup de m'exposer sur le stock 600. Donc le stock 600 est assez récent en fait. C'est pour ça que du coup il est en moins-value parce que du coup je l'ai acheté quand LVMH était au plus haut. Donc si vous regardez les plus hauts d'LVMH récents, en fait c'est un peu les plus hauts du stock 600 récent aussi. Ok, donc t'as profité d'une remontée d'ailleurs. Du coup là sur les dernières semaines, t'as accéléré ton DCA, t'as fait des choses particulières ou t'as gardé le programme? Dans ces dernières semaines je suis assez agressif. Honnêtement, là du coup comme j'ai dit, vu que je dépense peu, j'ai pu aller assez franco sur Nvidia. La position n'était pas aussi importante il y a quelques mois. Elle a assez explosé récemment. Donc c'est pour ça qu'en fait je suis pas, si on regarde, ma moins-value est que de 3%. Quand on est déjà moins 30 ou moins 40 par rapport au plus haut. Donc t'as moyenné vers le bas. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là il y a du China Tech sur un compte titre. Là sur du Trading 212, il y a encore du Nvidia. Il y a une question que tu me posais, c'était est-ce que je fais du stock picking en temps de crise? Je ne fais pas de stock picking en temps de crise. Par contre, c'est vrai que je surveille les niveaux, comme on dit. Et là, je pense que il y a des niveaux que je me suis noté et j'aimerais bien renforcer spécifiquement les États-Unis, enfin le S&P 500. Mais on n'y est pas encore. Moi, j'aimerais bien, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que si le marché fait moins 30 à partir du point le plus haut, c'est là où je commencerai à rentrer quand même plus fort avec une réserve que j'ai de côté. Et si on va sur un moins 50, là, je pense qu'il faudra y aller très très fortement. Mais voilà, je suis pas pressé. J'ai vu quand même plusieurs crises et surtout, je sais que je ne suis pas un trader, donc je préfère être très détaché de tout ça. Mais c'est sûr que c'est un moment super intéressant et je trouve ça cool que tu aies la capacité de déployer dans un moment où ça peut un peu figer. LEP, tu nous l'as dit, pour l'instant, tu n'as pas de projet là-dessus. Est-ce que le LEP, tu prévois de le garder pour ton master ou tu prévois de le déployer dans tes actions ou tu veux aller faire un voyage avec ta copine avec ça? Non, ce sera pas pour un plaisir, ça sera plus réfléchi. Oui, je pense que je le garderai plus pour le master, honnêtement. Sauf évidemment, comme tu disais, cas de encore ça continue à baisser drastiquement. Alors, pareil, là j'ai un niveau psychologique où je me dis bon, peut-être que j'irai là-dessus. C'est vraiment une très très grosse baisse où ça serait une erreur de ne pas y aller. Okay. Et sinon, non, j'évite d'y toucher. Peut-être pour le master en partie. Ouais. Ok, autre actif, tu nous as dit, tu fais du crowdfunding. Effectivement, tu en as beaucoup. Donc, la première brique, Enerfip. Et donc là, c'est quoi ta stratégie? Tu vas faire une sélection particulière? Tu vas te dire que tu vas un peu spray and pray? En fait, c'était pareil dans mon cheminement d'apprentissage. Je m'étais dit que je voulais m'intéresser à mon échelle, évidemment. J'ai regardé et avec le marketing assez agressif de ces plateformes, j'ai regardé, je trouvais ça marrant. Ça faisait un peu un travail différent que changeait d'habitude. Aujourd'hui, je réinvestis pas énormément. J'aimais bien aller regarder les projets. En fait, à chaque fois, il y a des plaquettes de 20, 30, 40 slides avec les comptes de la société. C'est tangible, projet. Ouais, c'est même pas forcément le côté tangible que je cherche, c'est plutôt presque un divertissement différent. Ça changeait d'étudier une action, de regarder ça. Après, je sais qu'évidemment qu'il y a des risques. On fait pas du 10-12% sans risque, hein, évidemment. Évidemment, probablement que vu le nombre de projets que j'ai, il y aura probablement des problèmes ou des retards sur certains. Ouais. J'en suis conscient. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Et en fait, je réinvestis avec les effets composés. Donc maintenant, je commence à recevoir chaque mois. En fait, je peux réinvestir dans de nouveaux projets. Ok. Donc ça s'auto-alimente, on va dire, pour l'instant. Trop bien. Pas de crypto. Alors, est-ce que c'est une erreur? Écoute, si tu n'as pas de conviction dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème à ne pas t'y exposer. Je pense qu'en crypto, si tu aimes le stock picking, tu vas adorer le crypto picking. Par contre, c'est à double tranchant. Ça peut partir très vite, très haut, et ça peut aussi partir à zéro très très fortement. Contrairement aux actions, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus tangible. Une boîte, avant qu'elle soit introduite en bourse, il y a tout un tas de pare-feu. Une crypto, bon, n'importe qui peut lancer un projet en 5 minutes aujourd'hui, et il y a beaucoup d'arnaques, donc faut toujours quand même faire très attention. Tu m'avais posé aussi une question, qu'est-ce que je dirais au moins de 20 ans? C'est une bonne question. J'ai un petit peu réfléchi en amont, et je me suis dit qu'est-ce qui m'a vraiment fait gagner le plus dans ma jeunesse. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est le fait d'avoir pris des décisions qui étaient un peu contrariennes, je dirais, et qui m'ont mené hors des sentiers battus. Typiquement, j'ai appris à coder alors que j'avais un background plutôt école de commerce. J'ai fait des jobs qui paraissaient pas évidents sur le papier. J'ai suivi mon intuition là où tout le monde faisait en gros du conseil et un peu des jobs copier-coller, quoi. Ce qui est pas mauvais en soi, c'est juste que moi ça me correspondait pas. Le deuxième, donc je te conseillerais de suivre ton instinct. Le deuxième conseil que je te donnerais, c'est à l'époque, moi j'avais une épargne salariale que j'ai gardée, que j'ai toujours, et ça a été vraiment d'investir aussi dans les points de marché très bas. Donc je me souviens, j'ai investi en 2000, c'était quoi? C'était en 2011, je crois 2010 ou 2011, je sais plus exactement. Okay. Dans un moment où clairement la bourse était plutôt déprimée et
alors j'ai plus la perf exacte, mais de mémoire, on doit être à plus 130% depuis cette période, alors que je n'ai littéralement rien fait dessus. J'ai juste buy and hold. Alors c'est un fonds assez diversifié dans lequel il y a principalement des actions, un petit peu d'obligations, mais c'est en grande partie parce que je suis rentré avec l'abondement en participation, c'est pour ça que j'en parle souvent. À ce moment-là. Donc si vous avez de l'épargne salariale, regardez de façon très précise parce que ça peut être intéressant. Moi j'avais de l'épargne salariale en étant apprenti, donc comme quoi c'était un vrai cadeau. Donc deuxième conseil, ce serait ça. Et troisième conseil, ce serait d'essayer le plus vite possible d'avoir des parts dans des entreprises dans lesquelles tu travailles au-delà de l'épargne salariale, parce que finalement c'est ça qui a vraiment changé ma trajectoire et qui m'a aussi donné quelque part le coup de pouce pour lancer ma boîte. C'est parce que j'étais dans une boîte et j'avais des actions et donc j'ai pu gagner plus d'argent que j'aurais probablement gagné dans les 10 années suivantes en travaillant normalement. C'est pas une fin en soi, mais en tout cas, vu que j'avais pas d'héritage, ça m'a libéré d'un poids et je me suis dit, si je lance pas ma boîte maintenant, je le ferai jamais. Donc bref, investis en toi, suis ton instinct et puis très long terme. Et ça, je pense que tu as le bon état d'esprit. Nvidia, faut se dire que c'est pour les 20 prochaines années. Moi, j'ai découvert Nvidia, comme toi, je pense, mais quand j'achetais des GeForce pour jouer aux jeux vidéo sur mon ordi. Donc aujourd'hui, la boîte a complètement pivoté et ça, c'est quand même un signe très très fort. Je crois que Microsoft, qui vaut aussi quasiment 3000 milliards aujourd'hui, l'IPO elle date de 1986, 87. Ça fait très très longtemps que la boîte est là. Donc laissez le temps au temps. On fait le petit bilan sur ton patrimoine. J'ai fait une méthode Finari assez haut niveau, mais j'ai essayé de donner un peu de matière. Première partie, c'est le budget. Déjà tu gagnes plus que tu ne dépenses. Donc tu as un budget très sain. Est-ce que tu ne dépenses pas assez? Ça c'est à toi de le dire, mais t'as pas l'air malheureux. Tu te payes en premier? Oui, parce que tu investis tous les mois un montant qui est quand même très significatif. Moi j'étais très loin de faire ce que tu fais à l'époque, donc bravo. Matelas de sécurité, entre 3 et 6 mois de dépenses. On l'a vu, t'es assez large en réalité parce que tu as 6000 et quelques sur un livret et aujourd'hui tu dépenses. Ta vie courante, ça te coûte, on a vu quoi? Si on compte même le loyer, on est en dessous des 1000. En dessous des 1000. Donc t'es très large, t'as plus de 6 mois, t'es safe. Investissement en bourse, nickel. En priorité VLPEA, là ça coince. Mais bon, t'as raison, je trouve qu'elle est assez pertinente. Investissement sur des ETF, top. Il y a de l'overlap, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des ETF qui font un peu la même chose. C'est pas grave, ta justification des frais, je pense qu'elle est valable. Tant que tu ne réinvestis pas dessus et que tu n'amplifies pas l'overlap, why not? Les frais, ça c'est une thématique que tu as bien en tête. Tu fais du DCA tous les mois. D'ailleurs, tu vas du coup sur les plateformes passer les ordres, t'as pas de... Ouais, non, j'aime bien y aller moi-même. Ok, mais tu le fais... je le fais de manière régulière. Ok, tu le fais de manière régulière. J'oublie pas. Tu oublies pas, très bien. Plus de 20%, moins de 20% de stock picking, bon là ça coince puisque forcément tu as beaucoup plus, mais encore une fois, c'est par conviction, d'où le CTO que tu as aussi. Tu n'as pas pris date sur une assurance vie. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Il y a raison particulière à ça? Bon, ça ne m'attire pas plus que ça, honnêtement, pour l'instant. Je préfère mettre mon argent sur Nvidia. Okay. Si les marchés étaient plus hauts, j'ouvrirais peut-être si j'avais de l'argent qui dormait. Mais là, avec le marché comme actuel, je préfère être un peu plus agile et pouvoir dégainer assez rapidement. Je comprends. Crypto, donc ça c'est un zéro pointé, mais bon, finalement c'est quelque part par choix aussi. IMO, tu fais du crowdfunding IMO quand même, donc on pourrait dire que tu y touches. Maintenant, je sais pas si tu as prévu déjà si acheter c'est quelque chose qui te tente particulièrement, si c'est un objectif pour toi. Non du tout, je me retrouve assez bien dans ton discours. Je ne suis pas du tout tenté par l'achat ni locatif, ni même la résidence principale, ça m'intéresse pas forcément. Pas d'immobilier. Non. Réflexes globaux, investissement en soi, j'ai l'impression que tu le fais, tu passes du temps à te former. Vision long terme, ça franchement, t'es hyper mature pour ton âge. Objectif clairement défini, je sais pas si t'as un objectif clairement défini, est-ce que c'est juste avoir plus de patrimoine, j'ai l'impression, et préparer l'avenir? Ouais, ça c'est préparer l'avenir, mais laisser de la flexibilité le plus possible, et le jour où j'aurai envie potentiellement d'arrêter de travailler, de pouvoir. Voilà, je pense que tu poses les bonnes briques pour ça. Optimisation de la fiscalité, alors pour l'instant, je ne pense pas que tu payes d'impôts, peut-être cette année pour la première fois. Non, vu que je suis en stage que la moitié de mon année. Ouais, ça va, t'es large. Pas de problème. T'es large. Patrimoine suffisamment liquide, t'es hyper liquide, tu peux appuyer sur un bouton, en gros tu peux récupérer la majorité, modulo le crowdfunding, mais bon ça représente une petite partie. Donc all in all, j'ai envie de te dire, c'est très solide. Pour info, ce n'est pas une condition d'embauche chez Finari, mais c'est important que vous vous intéressiez aux finances personnelles, tout le monde investit ici, donc on peut pas parler d'argent toute la journée, mais derrière, on veut pas être les cordonniers les plus mal chaussés, nous on fait vraiment ce qu'on dit. Donc merci Antoine d'avoir partagé ça, c'est très cool, et puis peut-être qu'on fera un update d'ici 12 mois pour voir où t'en es dans ton stock picking. Avec plaisir. Trop bien, merci. Merci.